Le point de départ de ce dossier, c'est l'idée toute simple que le changement climatique est un phénomène global. D'abord global sur le sens géographique, puisque effectivement les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, l'atmosphère est un bien commun, donc chaque pays émettant des gaz à effet de serre participe au réchauffement de la planète, qui impacte tous les autres. Il n'y a pas possibilité de déterminer si telles émissions sont coupables de telles manifestations du changement climatique. Donc ça, c'est une première dimension de ce caractère global. La seconde, c'est évidemment que c'est un problème multidimensionnel, c'est-à-dire que c'est à la fois un problème économique, sanitaire, sécuritaire, énergétique, bien sûr environnemental, et aussi politique, de par les solutions qu'il appelle, notamment dans le cadre des réponses qu'il est nécessaire d'apporter pour lutter contre. S'il s'agit d'un phénomène global, avec des répercussions multiples dans différents secteurs, il est évident que les acteurs des relations internationales qui interviennent dans ces différents secteurs doivent s'en préoccuper, ce qui fait qu'il nous semblait logique d'interroger la manière dont ceux-ci appréhendent cet objet changement climatique. Ce numéro, il essaye de refléter un peu la diversité des acteurs, en mettant notamment l'accent aussi sur des acteurs dont on a parlé assez peu alors qu'ils jouent un rôle croissant. Et là, on peut penser aux acteurs de la défense, aux acteurs de la santé, aux ONG, aux peuples autochtones, aux fondations philanthropiques et d'autres acteurs encore. Dans le cadre de cet article réalisé avec Adrien Estève, nous avions envie d'interroger l'itinéraire du changement climatique en tant que contrainte stratégique dans deux des principaux pays qui comptent, en tout cas en matière de défense, les États-Unis et la France. Évidemment, les trajectoires sont différentes en raison des caractères très différents de ces deux pays. Si on prend l'exemple des États-Unis, effectivement, à l'issue de la guerre froide qu'ils remportent dans les années 90, l'absence plutôt la disparition de l'ennemi ou de l'adversaire soviétique fait que les États-Unis disposent de cette espèce de monopole de la puissance à ce moment-là, dans le cadre du moment unipolaire, et qu'ils doivent aussi réfléchir à la manière de conserver cet avantage, notamment par leur supériorité technique et technologique, et une bonne appréhension des menaces. C'est ce qu'ils font donc en s'intéressant à de nouvelles formes de menaces, notamment le changement climatique. Dans les années 90, en Europe, le contexte est tout autre. La France n'est pas focalisée sur ces questions, évidemment. On est en pleine construction européenne, réunification allemande, débat sur la mutualisation des moyens, dans aussi un contexte de forte lacune capacitaire. Donc ce n'est pas vraiment favorable à la prise en compte d'une contrainte comme le changement climatique. Si on évoque peut-être les missions aussi et défis que doivent relever ces acteurs de la défense dans l'appréhension du paramètre changement climatique, je pense qu'il y a trois défis de taille. C'est la réflexion sur les nouvelles menaces à la sécurité nationale, internationale et humaine que peut soulever le changement climatique. Ces manifestations vont dégrader des territoires, provoquer des flux de migration, provoquer un stress sur l'accès aux ressources et donc peuvent créer des tensions, alors peut-être des heurts qu'on va qualifier de territoriaux, donc d'une ampleur moindre, mais il y a aussi des risques liés à des problématiques de plus grande ampleur, comme le partage des eaux. C'est le cas du barrage de la Renaissance éthiopienne, qui oppose un petit peu l'Égypte et l'Éthiopie, bien sûr, sur la question des eaux du Nil. Il y a un autre défi, c'est bien sûr celui de la modernisation des équipements. Ça veut dire qu'à la fois il y a la problématique de l'empreinte carbone des forces armées, doivent-elles améliorer pour répondre à un certain cahier des charges et cette prise en compte de plus en plus prégnante du changement climatique. Donc doivent-elles avoir une empreinte carbone atténuée, à la fois en ce qui concerne les enceintes et les bâtiments, mais aussi tout ce qui est équipement militaire. Et enfin, je dirais, le dernier défi, c'est la question des missions de l'armée, sachant que la dimension sécurité humaine est très importante dans les impacts des changements climatiques. On va vers davantage de catastrophes naturelles, plus violentes, et bien souvent l'armée est le seul acteur qui peut intervenir pour rétablir une situation, effectuer des opérations de sauvetage. Donc la question c'est, est-ce qu'on va vers l'élargissement du spectre des missions des armées et peut-être renforcement de ce spectre sécurité humaine qui n'était pas leur vocation première au départ. Au moment de la création du régime climatique en 1992, on fait preuve d'une certaine méfiance à l'égard de ce processus de négociation internationale,
que eux percevaient à l'époque comme une atteinte à leur droit au développement. C'est vrai que cette position aujourd'hui, elle a considérablement changé et c'est probablement l'une des dynamiques les plus importantes et l'une des évolutions les plus significatives des négociations climatiques, puisque aujourd'hui les pays en développement jouent au contraire un rôle actif et central dans les négociations, et ce d'autant plus avec le retrait américain de l'accord de Paris, qui a laissé un vide en termes de leadership que ces pays, avec la Chine en tête, essayent aujourd'hui de combler. Et donc Dhanasri Jayaram, dans ce numéro de l'ARIS, montre par exemple comment l'Inde a fait preuve au départ, et notamment au moment de la conférence de Copenhague, d'une extrême défiance à l'égard de ce processus, et a participé d'ailleurs à l'échec de la conférence de Copenhague, en faisant entrave au processus de négociation. Et elle montre finalement comment, à l'inverse, à la COP 21 à Paris, l'Inde a au contraire cherché à jouer un rôle de facilitateur des négociations, ce qui montre bien l'évolution d'un pays comme l'Inde à l'égard de ce processus de négociation. Dans un autre papier, j'ai montré comment l'un des pays les plus vulnérables au monde au changement climatique, le Bangladesh, avait lui en fait réussi à transformer sa vulnérabilité en atout politique et diplomatique pour défendre ses intérêts dans ces négociations climatiques. Et parmi les ressources et les stratégies qui sont mobilisées par un pays comme le Bangladesh, alors on peut notamment penser effectivement à leur leadership moral, c'est-à-dire la mise en avant de leur vulnérabilité et de leur absence de responsabilité dans la création du problème climatique, pour faire valoir la nécessité de les aider, que ce soit en matière de financement ou de transfert de technologie, pour s'adapter aux impacts du changement climatique, mais aussi, par exemple, le développement d'une expertise climatique particulière qui est aujourd'hui reconnue au niveau international.